Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Merci de vous connecter à nouveau ce jeudi soir de fin avril, puisque ce sera le dernier du mois d'avril. Ce soir, nous allons nous intéresser à la nutrition en présence du médecin fédéral Bertrand Rousseau, que vous aurez tous reconnu sur votre écran, et de notre vice-présidente en charge de la santé, Véronique Arroyo, qui, elle, a bien mis son fond d'écran FSCF, comme Ouais. quoi il y a quand même. Bonsoir à tous. Et puis, sans plus tarder pour cette soirée, eh bien, je vais laisser la parole à notre animatrice de la soirée, Émilie Faurobert. Émilie, voilà, la parole est à toi. Alors, bonsoir tout le monde. Hop. Donc, alors je vais partager l'écran déjà. Hop. Est-ce que ça marche ou pas? Hop. C'est bon. C'est bon? Parfait. C'est bon, on l'a. Donc, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Émilie Barriot Font-Robert. J'entraîne donc en gymnastique artistique féminine dans le club de l'Espérance éveillante de Brignais dans le Rhône. Et voilà, et en parallèle, je suis diététicienne depuis 2008 sur la commune de Mornan, qui est aussi dans le Rhône. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, je suis là pour vous apporter mon aide en ce qui concerne la nutrition de vos sportifs d'une manière générale et puis plus spécifiquement dans la situation actuelle avec le Covid, avec les confinements, etc. Donc, pour commencer, nous verrons ce qu'est l'équilibre alimentaire, l'influence du sport et de la digestion. Et ensuite, nous verrons les principaux nutriments avec pour chacun l'adaptation à faire pour le sport et les points de vigilance qui sont liés à la situation actuelle. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée ? Donc, une alimentation équilibrée, c'est les aliments qui fournissent de l'énergie et le corps consomme de l'énergie pour fonctionner. Donc, à tous les âges de la vie, notre alimentation doit fournir un apport calorique proportionné à nos dépenses d'énergie et elle doit être suffisamment variée et bien répartie dans la journée pour apporter tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. Donc, une alimentation équilibrée, ça doit permettre de tendre vers un poids de forme qui doit être stable. Lors d'une prise alimentaire, le corps stocke des nutriments sous forme de sucre dans le sang, dans le foie, dans les muscles, et puis après sous forme de graisse. Et pour son fonctionnement, du coup, le corps, il utilise le sucre, donc il puise d'abord dans le sang, dans les muscles, dans le foie, et après, il transforme la graisse en sucre. Donc, en fait, si on a des dépenses qui sont inférieures aux apports alimentaires, on a une prise de masse grasse. D'accord ? Si on a des dépenses qui sont supérieures aux apports alimentaires, là, on a une perte de masse grasse. Et en poids stable, on l'obtient avec des dépenses et des apports qui sont équivalents. Donc ça, c'est la situation qu'on recherche la plupart du temps, avoir autant d'apports que de dépenses. Donc, le sport, il intervient. Donc, le sport, c'est une activité qui est l'activité physique, elle utilise de l'énergie supplémentaire pour provoquer la contraction des fibres musculaires et cardiaques. Donc, l'activité physique augmente du coup les dépenses énergétiques et nécessite donc une augmentation des apports alimentaires, comme vous voyez sur le tableau. Et à l'inverse, l'arrêt de l'activité physique, ça entraîne une diminution des dépenses énergétiques et donc ça nécessite une diminution des apports alimentaires. Donc, pour maintenir un poids stable, il faut que les apports alimentaires soient proportionnels aux dépenses. Dans la situation sanitaire que nous traversons, les dépenses énergétiques de nos sportifs ont beaucoup diminué avec la fermeture des gymnases. Les entraînements en visio, ils ne suffisent pas à maintenir
la masse musculaire et la masse de graisse, elle a augmenté d'une manière générale. La scolarité et le télétravail ont également augmenté la sédentarité. Donc, de manière générale, les apports alimentaires qui, du coup, auraient dû être diminués n'ont pas du tout été diminués avec la diminution des dépenses. Il y a même eu une augmentation des prix alimentaires car une présence plus importante au domicile, etc., le partage autour de l'alimentation. Donc, on constate à l'heure actuelle une augmentation de poids, surtout de masse grasse dans la population et plus particulièrement chez les plus sportifs, que vous devez également constater dans vos clubs. Donc là, maintenant, je vais vous expliquer comment se passe la digestion. Donc, les organes, en fait, ils n'utilisent pas directement les aliments consommés. Ils doivent être transformés dans l'estomac en nutriments. Donc, les nutriments, c'est lipides, glucides, protéines, l'eau, les vitamines, les sels minéraux, etc. Et après, ils sont absorbés dans l'intestin et distribués par le sang à tous les organes. Donc, nous avons environ 5 litres de sang dans le corps qui se répartissent de partout en fonction des besoins de l'organisme. Pour digérer, le sang, il va aller se concentrer autour de l'estomac. Lorsqu'on fait un effort physique, la distribution du sang, elle est modifiée car les muscles, ils ont davantage besoin d'être approvisionnés en oxygène et en nutriments que d'autres organes. Donc, par exemple, si nous courons, le sang va être plus orienté vers les jambes. Donc, lorsque nous prévoyons une activité physique, il faut que la digestion soit terminée pour que le sang il puisse être dans les muscles qui sont sollicités. Si le sang part dans les muscles et que la digestion n'est pas terminée, tout ce qui n'a pas encore été digéré ne pourra plus être pendant l'effort. Et du coup, ça restera comme un poids dans l'estomac. Donc, nous allons étudier maintenant les différents nutriments. Donc, on va commencer par les lipides, qu'on appelle plutôt les graisses parfois. Donc, les lipides, comme les glucides, ça apporte de l'énergie au corps. Par contre, la digestion des lipides, elle est très compliquée et très lente. Par exemple, une barquette de frites, on met en moyenne 6 heures à la digérer au niveau de l'estomac, contre, par exemple, pour des pommes de terre cuites à l'eau, 1h30. Donc, par rapport au sport, la spécificité liée au sport, c'est qu'il faut absolument éviter l'excès de lipides avant les entraînements. Par exemple, le fast-food, ce n'est pas une bonne idée. Dans les pique-niques, les stages, les journées, mieux vaut éviter les sachets de chips. On voit beaucoup d'enfants qui apportent réflexe, pique-nique, chips. Eh bien, ce n'est pas une bonne chose parce que le paquet de chips va mettre tellement longtemps à être digéré qu'il ne va pas être assimilé par l'organisme. Il va rester comme un poids. Ça ne va pas nourrir l'enfant et ça va même le gêner. Et en compétition, eh bien, évidemment, la barquette de frites. La barquette de frites n'est pas une très bonne idée. Donc, en effet, comme nous venons de le voir, si un sportif prend lors de son repas un aliment très gras, celui-ci va ralentir la digestion de la totalité de l'estomac. D'accord? Même si, par exemple, nous avons des sucres lents, l'aliment trop gras va ralentir la digestion de la totalité de l'estomac. Et donc, lors de son effort, non seulement l'estomac n'aura pas fini sa part de digestion, donc ça donnera une sensation de lourdeur qui peuvent entraîner un inconfort et des remontées dans l'œsophage, mais les nutriments, ils ne pourront pas passer dans le sang et alimenter les muscles en action. Donc, on a un risque d'hypoglycémie alors que le sportif a bien mangé. Donc, voilà, ce que je disais tout à l'heure, les traditionnelles barquettes de frites dans les buvettes en compétition ne sont pas conseillées pour les sportifs, plus pour les supporters du coup. Alors, maintenant, on va parler des glucides. Donc, les glucides alimentaires, c'est la source principale d'énergie de l'organisme.
On les regroupe en 2 sous-groupes en fonction de leurs indices glycémiques. Il y a les indices glycémiques élevés qui élèvent rapidement la quantité de sucre dans le sang et les indices glycémiques bas qui élèvent peu, mais sur une période plus longue, la quantité de sucre dans le sang. Donc, bien qu'elle joue un rôle, la nature biochimique, donc par exemple fructose, glucose, etc., d'un aliment, ce n'est pas la seule à déterminer l'indice glycémique par rapport à ce qu'on a entendu pendant longtemps. On entendait les sucres lents, les sucres rapides. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça ne se simplifie pas à ça. Parce que rentre aussi en compte l'association avec d'autres nutriments. Donc, par exemple, les fibres, les lipides, les protéines. C'est-à-dire, comme tout à l'heure, on disait, s'il y a des lipides dans un bol alimentaire, la digestion va être plus lente. Du coup, l'indice glycémique va être plus bas. Même chose, par exemple, pour les fibres. Plus un aliment même un aliment très sucré, type un fruit, peut avoir un indice glycémique relativement bas parce qu'il va y avoir les fibres mélangées avec le sucre qui vont ralentir cette digestion et cette absorption intestinale. Le niveau de raffinage, donc plus un pain est complet et plus son indice glycémique sera diminué. D'ailleurs, le pain blanc a un indice glycémique très haut. On considère que c'est un des indices glycémiques qui est le plus haut, alors que dans la tête des gens, le pain, c'est un sucre lent, mais pas du tout. La cuisson, alors plus un aliment il est cuit et plus la digestion est facilitée et donc l'indice glycémique sera élevé. D'accord ? Si vous faites cuire des pâtes pendant très longtemps par rapport à ce qu'on va vous donner en al dente, eh ben, l'indice glycémique va augmenter. C'est-à-dire que quand vous allez manger vos pâtes, le sucre va passer dans le sang bien plus rapidement que quand vous faites une cuisson plus courte. Et la température de consommation aussi. Le corps, il prend le temps de remettre l'aliment à température. Donc, plus vous prenez quelque chose de froid, type par exemple une glace, et un sorbet, par exemple, va mettre plus longtemps à passer dans le sang que le même fruit. Donc, ce sont des facteurs influençant l'indice glycémique des sucres et il faut bien choisir ces glucides en fonction des effets recherchés. En fonction des spécificités liées à chaque sport, il faut choisir sa source d'énergie. Donc, les indices glycémiques élevés, ils sont à privilégier, par exemple, avant un entraînement ou en collation rapide. Donc, 30 minutes à 1 heure avant le sport, c'est une bonne idée d'avoir des indices glycémiques élevés. Avant une compétition en renfort du petit déjeuner. En compétition, donc plutôt courte, ou alors sur la fin des compétitions qui durent plus longtemps. Si vous faites sur le début des compétitions, du coup, après, la glycémie va retomber et donc on risque d'avoir des hypoglycémies pendant la compétition. Et en récupération immédiate après un entraînement intense ou une petite compétition, voilà. Et ensuite, les indices glycémiques bas, donc eux, ils sont à privilégier avant un entraînement, au repas qui précède, donc idéalement 3 heures avant. Avant une compétition, même chose, 3 heures avant. Après, en surcharge glucidique, donc ça, c'est quand on peut faire une surcharge glucidique avant de faire du sport, par exemple sur des grosses compétitions, etc. Et on va préparer notre corps à avoir plus de sucre au niveau musculaire pour augmenter ses performances. Et donc là, on utilise des indices glycémiques bas pendant les jours d'avant. En compétition, donc sur des compétitions qui ont une durée supérieure à 2 heures, en début de compétition, il vaut mieux consommer des indices glycémiques bas pour que ça nous apporte du sucre sur le long terme. Et après, tous les entraînements, des compétitions ou le repas qui suit pour recharger les glucides qui ont été consommés au niveau musculaire. Donc, en général, il faut plus d'1 heure après l'effort.
La consommation d'aliments à indice glycémique bas, ça favorise la récupération musculaire. Donc, c'est important après le sport. Donc, voilà, pour prévenir les hypoglycémies en compétition, donc, ce qui serait bien, c'est que les clubs organisateurs de compétition proposent à la vente, par exemple, des pâtes type pasta box, pâtes, sauce, etc. C'est une bonne alternative aux frites. Ce n'est pas très compliqué à mettre en place. En termes de coût, on est pas mal. Et voilà, ça, c'est une bonne chose qui peut faire changer un petit peu parce que du coup, dans les compétitions, on a souvent des enfants, soit qui mangent les frites et où ce n'est pas super pour leur sport, soit qui vont apporter le pique-nique, etc. Mais ça peut être une bonne alternative que les clubs prennent ce réflexe de proposer des féculents. Aussi, lors d'une compétition, il est important que les sportifs possèdent des collations sucrées, donc du coup avec des indices glycémiques hauts, pour compenser immédiatement les dépenses inhabituelles. Dans certaines compétitions, comme par exemple le final des coupes fédérales en gym, il y a des collations pour les sportifs qui sont déjà proposées. Et ça, c'est une très bonne initiative. Ça permet de prévenir beaucoup de choses. Donc voilà, et les spécificités dans la situation actuelle. Donc, comme on a vu précédemment, chez beaucoup de sportifs, malgré les cours en visio, la dépense énergétique a été diminuée, la masse musculaire a été réduite et la masse grasse a été augmentée. Donc, pour éviter les blessures et retrouver ses performances physiques, il faut retrouver le rapport poids-puissance d'avant le Covid. Il faut qu'on se retrouve sur le corps d'avant le Covid. Et donc, il faut diminuer la masse de graisse. Donc, pour diminuer la masse de graisse, il faut que l'organisme entre en lipolyse, c'est-à-dire qu'il doit transformer les graisses en sucre et le sucre doit être utilisé par les muscles. Donc, il faut donc, pendant la période de reprise, diminuer la consommation d'aliments sucrés avant les entraînements et ajouter à cela un programme sportif axé sur l'endurance pour aller chercher ces graisses qui vont se transformer en sucre, qui vont être consommées par l'organisme. Donc maintenant, on va parler des protéines. Donc les protéines, elles rentrent dans la constitution des muscles de l'organisme, des tendons, du cartilage. C'est la base du développement et du maintien de la masse musculaire. Et donc, les protéines, elles sont essentielles car elles favorisent la croissance de la masse musculaire, notamment dans le cadre d'une activité physique intense, et elles réparent les tissus qui sont endommagés. Donc, c'est pourquoi la consommation de protéines chez le sportif est particulièrement importante. Lors de la reprise sportive, du coup, nous cherchons à reconstruire la masse musculaire perdue pendant les mois d'inactivité. Donc, il faut alors augmenter la quantité de protéines en mangeant plus et en ayant un programme sportif, du coup, cette fois axé sur la musculation. D'accord ? Tout à l'heure, on parlait de perdre de la masse grasse. Donc, on diminue l'entrée de sucre pour diminuer les lipides en faisant de l'endurance. Et là, si on veut augmenter la masse musculaire, il faut augmenter la prise de protéines et axer le programme sur la musculation. Donc, par exemple, pour une augmentation de la masse musculaire, là, il faut 1,6 g de protéines par jour par kilo du poids souhaitable. Par exemple, une personne qui a un poids idéal à 50 kg, il faut qu'elle mange 80 g de protéines par jour. Et ça correspond, c'est des protéines pures, donc ça correspond par exemple à 200 g de viande, donc 2 petits steaks hachés, plus un bout de fromage, plus 2 yaourts, plus du pain, des féculents. Et ensuite, quand la masse musculaire souhaitée est atteinte, c'est-à-dire quand on aura ce poids idéal, ce poids stable, voilà, et bien là, on va diminuer par 2. 0,8 g de protéines par kilo de poids souhaitable, c'est suffisant. D'accord ? C'est pendant qu'on cherche à reprendre de la masse musculaire qu'on augmente les protéines et après, on stabilise.
Donc, nous allons parler maintenant du plus important, c'est l'hydratation. L'hydratation, nous perdons des quantités d'eau qui sont impressionnantes tous les jours. Donc, avec la respiration, là, je vous l'ai noté en bleu, la transpiration, la perspiration, les matières fécales et les urines. Et ça, il va falloir le compenser. Au total, on perd 2,5 litres d'eau par jour. Il y a 50% de l'eau qui est perdue, qui va être compensée dans l'eau qui est contenue dans les aliments, comme les fruits et les légumes, par exemple, qui sont composés de plus de 90% d'eau. Et le reste, il faut l'apporter sous forme de boisson. L'eau, l'hydratation, ça permet aussi d'éliminer les toxines du corps. Notre organisme, il est très souvent exposé à des toxines qui proviennent de notre environnement. Et pour les éliminer, il faut les drainer hors de l'organisme. Donc, le meilleur moyen, c'est de favoriser ce drainage en buvant de l'eau. La troisième chose, c'est que l'eau, l'hydratation, ça régule la température du corps. La température normale d'un être humain, c'est 37 degrés, avec des petites variations au cours de la journée. Et l'eau, elle participe au maintien d'une température constante à l'intérieur du corps. Elle joue le rôle majeur, par exemple, en cas de fièvre, où en fait, on va avoir de la sueur qui est sécrétée pour faire baisser la température du corps. Et donc, l'eau, elle a ce rôle fondamental, éliminer la chaleur superflue en prenant l'eau et en la transformant en vapeur d'eau qui est la sueur. Et donc, par rapport au sport, lorsqu'on fait du sport, le corps, il produit de la chaleur, donc il faut évacuer. Ainsi, il transforme les molécules d'eau en vapeur et la chaleur est évacuée par la transpiration. Par contre, ça provoque une déshydratation progressive. Donc, s'il n'y a pas assez d'eau dans le corps, l'organisme, il va arrêter la sudation. Il va limiter la sudation pour se préserver. Sauf que ça peut faire un choc thermique. Donc, on peut avoir un coup de chaleur. On en voit régulièrement sur les compétitions, notamment en fin d'année, où les gens ne sont pas assez hydratés, le corps ne peut plus transpirer comme il le souhaite, et donc on a des coups de chaleur et des filles ou des garçons d'ailleurs qui tombent. Et si la déshydratation, elle continue, l'eau, elle va aller dans la circulation sanguine pour préserver. Et là, les cellules, elles vont rencontrer un dysfonctionnement. Les tissus, ils vont manquer d'eau. Et les cellules cérébrales, qui sont les plus fragiles, pourront avoir une perte de vigilance. Et donc, ça entraîne une augmentation des risques de blessures. D'accord ? Un enfant qui est déshydraté, ou même un adulte qui est déshydraté, perd de l'eau au niveau cérébral et va être moins attentif à ce qu'il va faire. Et donc, on a des risques d'entorse, de fractures, de chute, etc. Un autre type de blessure est fréquent lors de la déshydratation, donc une déshydratation qui est régulière cette fois, ce sont les tendinites. Donc, le tendon, en fait, c'est un tissu qui est hydrophile, c'est-à-dire qu'il aime l'eau. Et s'il est mal irrigué, le tendon, il devient très rigide, très dur. Et à cela s'ajoute l'accumulation de déchets azotés au niveau du tendon par manque d'hydratation. Et ça peut entraîner une blessure, du coup, de longue durée. Les tendinites, c'est l'ennemi du sportif, mais c'est très favorisé par ce problème d'hydratation. Et l'hydratation, dernière chose, ça permet le transport du sucre aux muscles. Donc, en cas de déshydratation, le volume d'eau contenu dans le sang diminue et ça rend le sang plus épais. Donc, le cœur, il doit fournir plus d'efforts pour propulser le sang dans les vaisseaux. Et du coup, l'oxygène et les nutriments qui alimentent le muscle vont être plus faibles. Donc, on va avoir une baisse du volume sanguin qui va obliger le cœur à battre plus vite pour maintenir la pression artérielle. Et donc, la déshydratation, ça cause une contre-performance. Donc voilà. Et en plus, les réserves de glucides, donc de sucre, ne servent à rien s'il y a une déshydratation, puisque une molécule de glycogène, c'est 3 molécules d'eau. Donc, si on veut pouvoir utiliser une molécule de sucre, le corps utilise 3 molécules d'eau.
Donc, voilà, s'il n'y a pas assez d'eau, on ne peut pas utiliser le sucre qui est présent dans nos muscles. Et donc, il faut savoir qu'une perte d'eau de 1% du corps, ça occasionne une baisse de 10% des performances. Donc, ce qui est relativement considérable. Donc, dans la situation actuelle, avec les entraînements à l'extérieur, il faut une vigilance supplémentaire. Car, par exemple, le vent frais peut donner l'illusion de moins avoir chaud. Et donc, ça peut entraîner une déshydratation supplémentaire. La température aussi a son importance. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire du sport en extérieur, et ben, sous une température, par exemple, de 18 degrés, l'athlète il peut perdre 1,5 litre d'eau par heure. Si on est à 28 degrés, on peut perdre jusqu'à 3 litres d'eau par heure. Donc, attention à ça. Et puis après, vous devez être davantage prudent, du coup, si vous courez sous les températures élevées, alors que l'organisme n'est pas habitué. Donc, par exemple, les clubs qui n'ont pas encore commencé les cours en extérieur, quand les températures elles étaient basses, et qui vont commencer maintenant, ils vont vouloir regagner en endurance. Et là, il va falloir faire attention à la déshydratation. Donc voilà, et puis en plus, du coup, avec la situation actuelle, en fonction du terrain qui va être accordé par les mairies pour faire du sport, il n'y a pas forcément de point d'eau qui est accessible à proximité, ou alors certains animateurs ne veulent pas, par exemple, refusent l'accès aux toilettes pour aller boire pour les enfants, pour des soucis de surveillance, etc. Donc, je vous conseille d'inscrire systématiquement une gourde remplie d'eau dans le matériel sportif à prévoir pour l'entraînement. Et en fonction des conditions d'accès, si il va y avoir de l'eau ou pas, s'il y a les températures extérieures, la durée de l'entraînement, l'intensité du cours, etc. Donnez une quantité d'eau minimum à apporter. Parce que si les enfants ils arrivent pour un cours de 3 heures en plein soleil avec une demi-bouteille d'eau alors que vous avez prévu un cours de cardio, c'est vraiment pas suffisant. Ça suffit pour une demi-heure, quoi. Donc, pour conclure sur l'hydratation, je vous conseille de boire donc, la veille de l'activité pour ne pas arriver déjà déshydraté. 1 heure avant l'effort, il faut boire, d'accord? Et puis, pendant l'effort, attendez pas d'avoir soif pour boire. Il faudrait boire à peu près toutes les 15 minutes par petite gorgée. S'il y a sensation de soif, ça veut dire qu'il y a 20% des besoins en eau corporels qui sont déjà dégradés. Et après, c'est quasiment impossible de rattraper pendant l'effort. Quand on a soif pendant l'effort, c'est qu'on a déjà perdu 20% de l'eau. Donc voilà. Et sachez aussi que l'estomac, il peut absorber pas plus de 750 millilitres de liquide par heure. C'est-à-dire que tout ce que vous allez boire en plus, ça va partir dans les urines directement. Donc, c'est pour ça qu'il faut boire régulièrement et des petites quantités. Donc, voilà. Et après l'effort, il faut de nouveau s'hydrater jusqu'au coucher. Donc, voilà. Là, j'ai fini mon petit topo. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous aurez appris des petites choses. Et puis, je suis disponible pour les questions. Voilà. Alors, on avait une première question là dans l'espace de discussion. Lors d'un cours de 2 heures, combien un athlète doit-il boire de litres d'eau? En extérieur? Ah, ça n'est pas précisé. Alors, si on est sur de l'intérieur, en fait, ça dépend aussi de l'intensité du sport. Parce qu'on ne boit pas pareil si on court que si on danse, etc. Mais en fonction de l'activité générale, sur une activité légère, il faut être sur à peu près 1 demi-litre d'eau par heure. Et en fonction de la chaleur, si vous êtes dehors, si vous êtes, on peut monter à 1,5 litre par heure, quelque chose comme ça. En sachant qu'il faut bien penser à s'hydrater avant et après, parce que votre estomac, de toute façon, il n'a pas la capacité d'absorber assez d'eau pour compenser toutes les pertes. Voilà. On repasse, c'est moi qui ai remis en plein écran. Comme ça, c'est des gens qui veulent intervenir sur des questions. Ça n'était pas dans l'espace de discussion. Ah, n'y a-t-il pas un risque pour les reins également au-delà d'une certaine quantité?
De boire trop? Probablement. Non. Parce qu'en fait, le rein, au contraire, plus qu'il aime, plus il a de l'eau et plus ça va lui permettre de diluer les quantités de déchets azotés qu'on va fabriquer en faisant du sport. Donc, non. Après, il y a des problèmes, il peut y avoir des problèmes au niveau du sang, c'est-à-dire que si on boit trop, on peut diluer son sang au niveau sel, au niveau sucre, etc. Et donc là, ça peut poser des soucis. Sur des coureurs, par exemple, moi, quand j'ai des gens qui vont faire des trails, et ben, dans l'eau, on va faire rajouter, pour 500 millilitres, on fait rajouter 10 grammes de sucre et 2 grammes de sel pour pas que en fait, le sang soit trop composé d'eau, entre guillemets, trop dilué, on va dire, pour simplifier les choses. Alors, Chloé dit, pourtant, il dit que la prise de protéines, notamment en phase de prise de masse, entraîne cette surconsommation d'eau et donc un risque pour les reins. Donc là, visiblement, il y a une petite confusion. Alors, ouais. voilà. En fait, ce qui est dangereux, par contre, c'est les protéines. Les protéines, au-delà d'une certaine quantité de protéines, là, on est sur du danger pour les reins. Mais plus on mange de protéines et plus il faut mettre de l'eau pour justement diluer ces protéines. D'ailleurs, tous les régimes un peu à la mode, etc., type hyperprotéinés, les Dukan qu'il y a eu il y a quelques années, etc., et ben, on demandait un minimum d'eau. On disait qu'il fallait boire beaucoup, plus de 2 litres, plus de 3 litres d'eau, parce qu'on essaye de diluer ces protéines pour pas que ça abîme les reins. Si vous voulez prendre la parole, mais on ne voit pas toujours tout le monde, vous n'hésitez pas, on est entre nous. Je continue dans le chat. Y a-t-il un menu? Alors, non, je finis sur l'eau quand même, entre parenthèses. Eau du robinet ou eau minérale? Et ensuite, on passera sur les menus. Alors, une préconisation. Alors, préconisation. Si on est sur du sport, enfin, au niveau sport, ce qui est bien, c'est le magnésium parce que c'est mieux relaxant, ça permet de détendre les muscles. Et donc, le magnésium, il y en a dans les eaux type Contrex, Hépar, voilà. Après, moi, je préfère qu'on ait le magnésium par des aliments type banane, etc., plutôt que de se focaliser sur une eau. Parce que le problème de l'eau, c'est que si vous prenez une eau minérale déterminée, vous allez avoir toujours les mêmes sels minéraux. Alors que l'eau du robinet, en fait, elle varie en composition. Elle est diversifiée en fonction des jours, etc. Et donc, soit on part sur de l'eau minérale, mais du coup, il faut régulièrement changer les marques. Voilà, si l'eau du robinet n'est pas bonne. Après, l'eau au robinet est très bien. Y a-t-il un menu type pour nos jeunes gymnastes en compétition? Bon, on a bien compris la frite à éviter, mais que pour les gymnastes, on a bien dit. Pour les accompagnateurs, c'est pas précisé. Voilà, les accompagnateurs, ce n'est pas précisé, mais des fois, par contre, les coachs ont besoin d'énergie. Hein, je veux pas. Il faut montrer l'exemple. Tout le monde Oh, avait compris. bon. Mais non, ce qu'il faut, c'est éviter vraiment les graisses. Si vous avez un repas gras à avoir, privilégiez-le après le sport. Voilà, le repas de fin de compétition où tout le monde va s'arrêter au fast-food, à la limite, c'est pas excellent pour les muscles, mais c'est mieux que le repas d'avant compétition. Donc, plutôt axé sur des sucres. Donc, en fonction de l'heure de la compétition, on a dit avec des indices bas ou des indices hauts. D'accord. Si la jeune fille, par exemple, concourt à 9 h du matin, qu'elle déjeune à 8 h, effectivement, on va être sur plus du sucre rapide. Par contre, la veille, on aura eu du sucre lent. Donc, indice bas, ce qu'on disait tout à l'heure. Si la compétition, elle va avoir son horaire de compétition sur l'après-midi, 3 heures avant, c'est indice bas. Et entre 3 heures et le moment de la compétition, c'est indice haut. Voilà. Et donc, on limite les graisses. On limite un petit peu même les légumes, finalement, parce qu'en fait, ça va vous prendre de la place au niveau de l'estomac, du temps de digestion, alors qu'on va avoir besoin de ces glucides pour la compétition. Voilà. Sachant qu'après, il faut les remettre, les légumes. Mais voilà. Et les protéines, on peut en manger, mais surtout des protéines, comment dire, simples.
C'est-à-dire que manger un filet de poulet, il n'y a aucun souci. Manger un bœuf bourguignon, ben non, parce qu'on va être dans la graisse encore. On a souvent le problème sur des compétitions de longue journée d'ados qui arrivent à jeun le matin et qui n'ont pas déjeuné. On a tous dans les compétitions, garçons et filles, mais probablement davantage les jeunes filles, en gym, en twirling, en GRS, on sait qu'on a une rotation qui arrive qui n'a rien pris. Comment Oui. est-ce qu'on peut lutter contre ça? Qu'est-ce qu'on peut leur donner? Je pense que ça peut être une question. Quand on sait qu'elles n'ont pas déjeuné parce qu'elles sont anxieuses, parce que ceci et cela, qu'est-ce qu'il est recommandé de leur donner quand on les récupère dans cet état-là avant la compétition? Qu'est-ce qu'il est judicieux de donner à ce moment-là? Alors, ben, selon la longueur, c'est toujours pareil, c'est selon la longueur de la compétition. Si on a une compétition qui dure, mettons, 1 heure 30, parce que, ben, voilà, sur des compétitions plutôt individuelles, en général, on est sur des temps plus courts. Là, on va partir sur des choses sucrées pour les faire tenir, quitte à les ravitailler entre chaque agrès. Donc, des compotes, des pâtes de fruits, voilà, du sucre, donc idéalement du fruit, mais du fruit qui va se digérer vite. Donc, par exemple, la compote, la pâte de fruits, elle va déjà être, comment dire, prédigérée parce qu'elle a été cuite. Les fibres, elles ont été cassées. Donc, du coup, ça va permettre que le sucre passe plus rapidement dans le sang. Et attention, il faut bien les resucrer. On ne donne pas une compote et puis enfin, une compote ou des verres de jus de fruits et après, on ne donne plus rien parce que le corps, en fait, va utiliser le sucre tout de suite et du coup, on va tomber sur une hypoglycémie derrière. Donc, voilà. Et si c'est une compétition qui va durer plus longtemps, un match de foot, etc., et ben, là, on va mixer. On va avoir du sucre pour le début de la compétition et du sucre plus lent pour sucrer l'organisme, mais sur du plus long terme. Du coup, on a encore des questions sur ces mélanges. Le taux de mélange sucre-sel que tu as donné pour les grands efforts sont-ils pour 1 litre d'eau? Pour un demi-litre, pour un bidon. Enfin, voilà. Et on a une petite question piège de Charles. Les boissons énergisantes sont-elles adaptées à la pratique sportive en entraînement et en compétition? Il n'a pas donné la marque, mais on a une petite idée. Oui. Alors, les boissons énergisantes, là, Énergisante. il y en a qui sont à base de sucre et de sel. Donc, celles-là, elles fonctionnent si on respecte les dosages. Moi, je vois trop de sportifs qui vont en mettre 2 ou 3 fois plus que la dose recommandée en pensant que ça va leur faire plus d'énergie. Et résultat, ils se font une infection urinaire pendant le courant, enfin, pendant le sport, etc. Donc, ça ne sert à rien. Donc, il faut respecter les doses. Et sincèrement, au prix que ça coûte, il vaut mieux mettre une dosette de sirop et un petit sachet de sel dans sa bouteille où ça va avoir exactement le même effet et il n'y aura pas plein de produits chimiques qu'il peut y avoir pour donner, par exemple, une couleur orange fluo ou des choses comme ça. Donc voilà. Et après, il y a des boissons où dedans, ils mettent aussi de la poudre de prot. Bah, ça, c'est pareil. Enfin, moi, pour les reins, je ne suis pas pour du tout. Je pense que les protéines, on peut les trouver dans de la viande ou dans du fromage ou dans du yaourt. Mais voilà. Bon, tu as un nouveau fan dans la personne du docteur Charles Agenais qui salue ses réponses. Je sais que Charles est très poussé sur le danger même des boissons énergisantes. Il nous a souvent fait des présentations où il alertait sur les risques de la consommation de ces boissons qui pouvaient altérer la santé. Je crois que c'est toujours le moment de le dire. Alors, on reparle encore de boissons. Là, Gilles nous dit, quand tu parles de boissons sucrées, est-ce qu'on peut mettre du sirop au lieu d'avoir une eau pure, ou est-ce que c'est une mauvaise idée de mettre un sirop? Alors, le sirop, ça va augmenter enfin, ça va donner du sucre. Donc, si on utilise un sirop pour une courte durée, c'est toujours pareil, le corps va utiliser le sucre qui est dans le sirop. Et voilà. Si on part sur un effort de longue durée, le problème, c'est que le corps va se dire, chouette, on m'apporte du sucre, je peux en consommer plein, et il va se mettre à consommer trop de sucre, et donc le corps va être en hypoglycémie. Donc, voilà, s'il y a sirop, il faut que ça perdure. Il ne faut pas qu'il y ait sirop la première heure et que pendant 2 heures, on ne donne plus de sucre et qu'on ne donne que de l'eau parce qu'on va tomber. D'accord? Donc, voilà, le sucre, le sirop passe directement dans le sang. Il n'y a pas de digestion à faire, etc. Donc, il faut qu'il y ait
à côté de ça, du sucre qui soit apporté, qui va être diffusé plus lentement, donc qui reste dans l'estomac sous forme solide, quoi. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans la plupart de nos activités, compétitions ou entraînements, il n'y a pas besoin d'avoir des additifs dans l'eau. L'eau simple suffit largement. Oui. Voilà, additionner des choses dans les bouteilles, etc. À la limite, moi, ce que je vois à la FFCF, c'est les compétitions, par exemple, qui vont être par équipe et qui vont être extrêmement longues, type en gym, en F3. Je crois que les compétitions par équipe, des fois, durent plusieurs heures, où en plus, les enfants ont beaucoup de temps de pause, etc. Et donc là, ça peut être utile de se dire, bah, OK, un sirop, quelque chose comme ça, juste avant de passer, parce que ça fait déjà 3/4 d'heure que je suis passée à l'agrès précédent, ou voilà, je ne sais pas si les horaires ont changé depuis quelques années, mais j'ai des souvenirs de compétition où ça durait pendant super longtemps parce qu'il y avait les équipes A1, A2, etc. Mais après, quand on additionne vraiment les boissons, c'est plus pour les gens qui vont faire de l'endurance, du trail, des raids vélo, des choses comme ça. Bon, sur la durée de compétition, ce n'est pas l'objet, donc on n'en parlera pas, mais on n'a pas beaucoup progressé. J'irai même plus loin, moi, dans les buvettes, tu nous as parlé tout à l'heure des frites et des pâtes. Je vais pousser le bouchon un petit peu plus loin. Qu'en est-il des bonbons? Parce qu'on fait tous des buvettes départementales, régionales, nationales, et en général, on se fait à cœur d'offrir une large variété de bonbons où le pourcentage de sucre doit être plus important que tout le reste. On ne va pas s'auto-flageller, mais quelle conduite on devrait avoir dans notre version éducative, dit quelqu'un qui en a mangé et qui aime ça, pour essayer d'avoir quelque chose de plus cohérent voilà, Bah, dans nos propositions, quoi. c'est ça, c'est que le bonbon en tant que tel, c'est du sucre simple qui apporte rien d'autre que du plaisir, hein. On est vraiment dans l'aliment plaisir. Donc après, si on consomme derrière, pas de souci particulier. Si, même en post-compétition, c'est-à-dire qu'après la compétition, l'organisme manque de sucre. Donc, manger un bonbon, à la limite, c'est pas très grave. Après l'habitude bonbon, le réflexe bonbon n'est pas top. Mais dans les compétitions, par exemple, des fois, il y a des bonbons et puis à côté de ça, on a des barres de chocolat type Mars, les trucs comme ça. Moi, je préfère nettement que que mes gyms achètent des bonbons, par exemple. Ouais, parce que le brocoli à la buvette, je ne suis pas sûre, quoi. Non, moi non plus. Je suis pas persuadée que ça passerait. Et on peut aussi innover. La pomme ou la banane en fruits ne sont-ils pas trop sucrés? Non. De toute façon, les fruits, d'une manière générale, c'est à peu près 3 morceaux de sucre, même s'il y en a qui sont un petit peu plus sucrés que d'autres. La banane va être plus riche en sucre, mais par contre, au niveau de l'indice glycémique, le corps va mettre plus longtemps à la digérer. Donc, on va se retrouver sur un effet. La banane va du coup tenir plus longtemps dans le corps, donc va vous caler plus longtemps. Mais non, si le problème de l'alimentation, c'était les fruits, ça se saurait. Donc voilà. Alors que par exemple, un jus de fruits, et beaucoup de gens qui boivent des jus de fruits le matin, ou qui font boire des jus de fruits le matin à leurs enfants, etc. Il faut bien savoir que le jus de fruits, on a enlevé du fruit tout ce qui était bon dans le fruit. C'est-à-dire la mâche qui va permettre de la satiété. On a enlevé tout ce qui était fibres. Les vitamines, on a tout perdu. Alors, on a pu en rajouter artificiellement, mais rajouter des vitamines artificielles, ça ne sert à rien parce que on va dire, bah voilà, il y a tant de vitamine C dans notre produit, sauf que c'est des vitamines qui ont été ajoutées comme on va prendre un médicament. Et du coup, au niveau de l'absorption intestinale, elle sera bien moins bonne qu'une vraie vitamine. Donc, le fruit, tant qu'il est entier, il a ses vitamines. Et quand on le mange, on va avoir les vitamines. Le jus de fruit, plus on attend après qu'il soit pressé, plus les vitamines partent. Et quand je dis que plus on attend, c'est-à-dire qu'en une orange, au bout de 10 minutes, vous avez déjà perdu la moitié des vitamines. Plus de 50% des vitamines en 10 minutes. Donc, le jus de fruits acheté, il n'y a plus de vitamines naturelles du tout dedans.
Donc voilà, le fruit et aucun souci. La compote est moins bien parce que moins de fibres. Voilà, le jus de fruits ne sert à rien à part se resucrer à l'instant T. Donc, ça veut dire que faire une Mieux manger, rotation de gym avec des bananes, c'est bien. Ben, c'est mieux. mieux manger une orange le matin qu'un jus d'orange. Ah oui. Ah. Et boire un grand verre d'eau qui fera du bien, qui réhydratera l'organisme, sur tout ce qu'il a travaillé la nuit. Bah, ça vous calme, hein, dis donc. Je vous ai connu plus discipliné. Non, on a faim en fait. Ah oui, ben, moi je résumais, hein. Les frites plus rares, on va se mettre aux pâtes, les bonbons un petit peu moins, mais bon, bien s'alimenter, c'est aussi important pour la santé, ça contribue à un équilibre général, en fait. Et c'est pas Émilie qui va nous dire le contraire, donc voilà. De tout un peu et un peu de tout. Oh, écoutez notre philosophe Rousseau. Et pas trop de produits transformés. C'est ça. Ouais, ben, c'est sûr qu'après, pour aller faire les courses, ça va changer un peu le chariot, mais bon, qui a dit la santé dans notre assiette? Oui, non, mais c'est ça. Puis là, maintenant, on a les indices, les Nutri-Score qui sont pas mal faits quand même. C'est bien de les regarder, même s'ils ne sont pas, enfin, c'est pas miraculeux, mais c'est quand même très intéressant de regarder les Nutri-Score des aliments. Parce qu'on a enfin, les gens ont des surprises sur certains aliments qui pensaient catastrophiques et puis d'autres qui vont être, qui vont être cata alors que les gens ne les soupçonnent pas. C'est... Pour voilà. en revenir aux chips, on a vu maintenant qu'il y a des chips moins de gras, moins de ceci, moins de cela. En fait, on essaye toujours de nous vendre de la chips, mais on va nous dire carrément elle est plus une chips, en fait. Ouais, mais c'est des allégations, c'est pas vrai. C'est c'est toujours un bain d'huile, si possible, le plus saturé possible. Enfin, la proportion de pommes de terre sur une chip, c'est la proportion d'huile. Voilà, on n'est pas. En fait, il faut faire changer les réflexes. Les réflexes de chips dans un pique-nique, c'est des réflexes qu'on nous inculque depuis petit, mais qui sont super faciles à défaire. C'est-à-dire que moi, je sais que sur mon équipe de gymnastes, je les ai depuis qu'elles sont toutes petites. Et ben, j'ai d'autres gymnastes qui arrivent au fur et à mesure des années, forcément. Et ben, à chaque fois qu'il y en a une qui arrive avec un paquet de chips, les autres la regardent en disant, mais on fait quand même, on fait gym cet après-midi, hein, tu vas pas manger des chips. Parce qu'en fait, c'est dans leur, enfin, c'est ancré. Elles savent que quand elles vont faire du sport derrière, elles vont pas manger des chips ou du saucisson dans un sandwich. Euh, parce que ça leur paraît pas logique, en fait. Oui, c'est vrai que quand on est interpellé par ses pairs, c'est toujours mieux que par un adulte ou quelqu'un qui va asséner une vérité. Alors, du coup, j'ai une question sur les protéines, là. Protéines animales ou protéines végétales? Et ben alors, les protéines animales, c'est ce qui va nourrir le muscle. Les protéines végétales, en fait, du coup, on a des aliments qui sont riches en protéines végétales, type les lentilles, etc. Sauf que, arrivé au niveau de l'intestin, eh ben, l'organisme ne va pas se fatiguer à aller absorber les protéines végétales. Il va les laisser tranquillement dans l'intestin et ça va partir dans les selles. Donc, les protéines végétales, elles sont importantes par contre pour les gens qui ne mangent pas de protéines animales. Les gens qui ne mangent pas de protéines animales, parce qu'un régime végétarien, végétalien, ou des fois des insuffisances rénales où on va limiter, dans ce cas-là, le corps va chercher à avoir des protéines. Et donc, on va faire des associations, par exemple, avec des féculents pour augmenter l'absorption, mais le corps va arriver à utiliser les protéines végétales. Mais d'une manière générale, quelqu'un qui mange des protéines animales, le corps ne va pas se fatiguer. Là, il y a beaucoup de choses type les cantines. Les enfants mangent trop de viande d'une manière. Enfin, voilà. Les cantines, il y en a qui sont passées à une fois par semaine où on met pas de protéines animales. Il y a beaucoup de cantines qui s'embêtent dans les menus à essayer de mettre des protéines végétales. Donc, à leur mettre du soja, etc. Ça ne sert à rien, en fait. Si on a diminué les protéines dans les cantines, c'est parce qu'ils mangeaient trop de protéines. Si l'enfant il mange 6 jours sur 7 des protéines animales, le corps ne va pas se fatiguer à aller chercher à absorber les protéines végétales du dernier jour.
Donc voilà, les protéines végétales, elles sont importantes pour les gens qui ne mangent pas de protéines animales, en fait. Il faut lutter contre un héritage. Alors, il y a la communauté des chips qui revient à l'attaque. J'ai entendu que les chips étaient bonnes après un effort, pour le sel notamment. Bah, le sel, il est important après un effort. Bon, bah donc, pour prendre que le sel. Pas la chips, pas le gras. Il faut trier, c'est tout. Hein. C'est ça, il faut juste lécher le chips. On sent la résistance sur la chipsomanie hein, quand même. Hein. On sent bien que, surtout à cette heure-là, là, à 20h53, quand on commence à avoir un peu faim, on mangera un peu n'importe quoi. Prochaine conférence, on les fera après manger, parce que là, c'est du... Et Charles nous dit, le sport est une activité physique naturelle, donc il faut utiliser le plus naturel, les produits les plus naturels quand c'est possible. Mais oui. C'est exactement ça. Tout le monde va se faire ses petites courgettes sur le balcon, et puis il faudrait qu'on ouvre une activité potager à la fédération, je ne sais pas, en parler au président. C'est physique, hein, au lieu d'aller faire du sport, voilà, d'aller payer dans une salle pour faire du fitness en haute dose, hein, parce que j'ai rien contre le fitness, ben voilà, on pourrait peut-être donner des conseils de jardinage. Est-ce qu'il y a des amateurs dans le public? Non? Est-ce qu'il y en a qui mangent leurs produits du jardin? Oh, les vénards! Ouais, ouais. Bon, ben on va créer une petite coopérative alors, hein? J'ai une question, là, je regardais les mails de préparation. Il y avait une question qui avait été posée, le lait de vache, intérêt, interdit, point d'interrogation. Grand débat, je vais me faire des sujet sensible. Alors, le lait de vache, première chose, les besoins en calcium en France sont supérieurs à tous ceux de tous les pays du monde. Donc, à savoir qu'en fait, je pense que les besoins en calcium ont été un petit peu relevés pour consommer la production française. Bon, enfin, j'ai pas trop le droit de le dire, mais je le constate et je le vois. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger. C'est-à-dire que là, on a plein de naturopathes, ostéopathes, etc., qui vous disent qu'il faut arrêter totalement les produits laitiers. Alors que c'est comme tout. Il faut en manger, mais avec parcimonie. Le lait, d'une manière générale, en fait, il faut des enzymes pour digérer le lait, qui est une enzyme qui s'appelle la lactase. Alors déjà, en termes génétiques, il y a des personnes qui digèrent le lait facilement, d'autres qui le digèrent moins bien. Ensuite, quand on arrête de boire du lait, cette lactase, elle n'est plus nourrie, elle meurt, elle se dégrade. Donc quelqu'un qui a arrêté de boire du lait pendant des années, reboire du lait, c'est difficile pour le digérer, parce que c'est une molécule qui est complexe à digérer. Donc plus on a arrêté longtemps et plus ça va être difficile. Quelqu'un qui n'a jamais arrêté de boire du lait depuis qu'il est petit, il ne va pas sentir un inconfort digestif. D'accord? Il va avoir l'habitude de boire son lait et ça va lui convenir tout à fait. Voilà. Après, moi, le lait en tant que tel, je ne le conseille pas forcément après 3 ans. Par contre, au niveau des produits laitiers, alors tout ce qui est yaourt, fromage blanc, etc., dedans, on a rajouté du ferment pour le fabriquer, le ferment, lui, a prédigéré les molécules de lactose et de lait. Donc, ça va être beaucoup plus facile à digérer pour l'organisme qu'un lait classique. Et encore mieux, encore plus facile, c'est le fromage. Le fromage, en fait, plus le fromage est sec et plus il va avoir perdu ce lactose. Donc, un fromage sec va être également plus facile à digérer. Donc voilà, plus on a de digestion, plus la digestion s'est faite, donc du lactose, moins il y a de lactose, plus c'est facile de manger. Donc voilà, et quand on n'arrive pas à digérer, il peut y avoir, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de douleurs type articulaire, etc. Et qui vont dire, quand j'ai arrêté les produits laitiers, j'ai eu moins de douleurs. Alors bon, déjà, effet placebo, ça c'est sûr, mais comme beaucoup de choses, l'effet placebo est utilisé énormément en médecine et il marche très bien, donc voilà. Et deuxième chose, c'est que si l'organisme ne se fatigue plus dans les digestions, il a plus d'énergie pour travailler sur d'autres choses, et notamment sur les douleurs articulaires, etc.
Comme disait mon vieux professeur de pédiatrie, le lait de vache, c'est bon pour les petits veaux. C'est vrai qu'on nous a éduqués à boire beaucoup de lait. Et je pense qu'en tous les cas, à l'âge adulte, c'est pas très sain de boire des bols de lait entiers. Vaut mieux effectivement boire des produits laitiers, manger des produits laitiers que boire beaucoup de lait. Enfin, on le tolère beaucoup, beaucoup moins bien. Et d'ailleurs, je n'ai jamais résolu ce problème-là, mais dans les pays asiatiques, ils ne boivent pas de lait et je n'ai pas l'impression qu'ils s'en portent plus mal. Et c'est surtout que les produits, les pays asiatiques, et ben justement, tout à l'heure, je vous parlais de génétique. Euh, Oui. Nous, il y a à peu près une personne sur deux qui a les gènes pour digérer correctement le lait, alors que eux, ils s'en sont plus qu'à 5%. Parce que vu qu'ils n'ont plus l'habitude, et ben voilà. Donc après, on peut avoir des volontaires pour faire du lait de femme, si vous voulez. Mais, On prend les noms. mais ça se fait pas trop de boire du lait d'être humain adulte. Non. Mais, mais voilà. Et par contre, le lait, il a été réinstauré après la guerre par les bébés roses, les choses comme ça, parce que les gens étaient dénutris, il manquait de viande. Donc, on a réintroduit dans les cantines, etc., du lait où on mettait du sirop de grenadine, du sirop de fraise, et on obligeait les enfants à en boire pour qu'ils aient des organismes et des os plus solides, parce qu'on cherchait à ce qu'ils regagnent en protéines et que la viande, eh ben, elle était chère, elle était... voilà. Mais là, on est dans une génération où, de toute façon, ils mangent trop de protéines et en plus, souvent des protéines de mauvaise qualité. Ça ne sert à rien de rajouter du lait, quoi. Bon, il vaut mieux se prendre de la vitamine D. Ah bah oui. Ouais, les temps ont changé, mais des fois, les habitudes sont installées. Alors, on va reprendre et de l'huile de foie de morue. Bon, on va essayer de. Alors, j'ai lu que le lait de vache était trop riche pour nous. Ben oui, c'est ce qui vient d'être dit. Produit de base pour les veaux qui ont besoin de gras, pauvres petites bêtes. Véronique, tu as raison, c'est vrai. Et là, j'avais vu une question parce que Gilles, il est à fond, donc il veut revérifier toutes ses habitudes alimentaires. Jus de citron le matin dans une eau tiède. Vérité ou fake news? Ou Sont entre pas les que les deux? miennes, sont celles de mes petites aussi, hein. Non, mais c'est bien parce que c'est des choses qu'on entend beaucoup. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut recommander? Est-ce que c'est chacun en fonction de ses envies? Mais c'est vrai qu'on en entend parler de l'eau citronnée au Alors, tiède. pourquoi faire déjà? Voilà, pourquoi faire? Alors, semble-t-il que ça serait bon à la santé pour redonner de l'énergie à l'organisme après le sommeil, quoi. D'accord. Alors, bah, l'énergie, c'est des calories. Dans le jus de citron, il n'y a pas de calories. Donc ça, non. Le fait de boire un jus de citron le matin au réveil peut apporter quelques vitamines, mais on n'en met pas beaucoup de citron pour qu'il y ait l'effet, voilà. Enfin, pour qu'il y ait un effet énorme sur les vitamines. Par contre, moi, par exemple, contrairement à beaucoup, il y a beaucoup de gens qui ont des brûleurs d'estomac, des remontées acides. Et du coup, on va leur dire, bah, faut surtout pas manger acide. Moi, il y a certaines personnes chez qui je conseille le citron le matin parce qu'en fait, ils vont apporter de l'acidité dans l'estomac et l'estomac va se défendre et va faire du basique. Et donc là, on va diminuer les remontées acides et l'acidité de l'estomac, les brûlures d'estomac. Par l'effet, on provoque l'estomac pour que lui, il se défende plus. Un peu le même principe que les vaccins, etc. Donc voilà. Mais après, au niveau, c'est comme les choses, des fois j'ai des gens qui ne mangent pas pendant une semaine, qui me font un jeûne pour nettoyer, d'autres qui prennent du citron pour nettoyer le corps. Non, ça ne sert à rien, ça. Alors du coup, si on enlève Belle le fake news. citron, ben voilà. Enfin bon. Oui, Après, si si on ça fait du enlève, bien au cerveau, voilà, si ça fait du bien au cerveau, mais si ça toujours tue placebo, l'estomac. moi ça ne me dérange pas, hein, On peut garder l'eau tiède parce qu'il est dit aussi qu'on peut boire un verre d'eau chaude au coucher ou même le matin. Et là, du coup, les vertus sont différentes si c'est une eau pure, tiède. Alors, l'eau, ça permet de réhydrater l'organisme. Donc ça, c'est très bien. L'eau chaude, la plupart des gens prennent une eau chaude le matin, que ce soit café, thé, tisane, etc. L'avantage qu'il a, c'est qu'en fait, l'eau va déjà être à température du corps et donc va arriver sur l'estomac déjà chaude et va passer tout de suite dans l'intestin, va pouvoir être absorbée tout de suite. Donc, ça va permettre de réhydrater l'organisme immédiatement. Si on prend de l'eau froide, eh ben, le corps va
monter chaque molécule d'eau à 37 degrés au niveau de l'estomac avant d'être sur de l'absorption. Donc, l'eau chaude peut être intéressante pour réhydrater l'organisme. L'eau froide va permettre de réhydrater, mais sur une plus longue durée, en fait, ça va mettre plus de temps. Par contre, l'eau chaude, le défaut, c'est que tous les récepteurs à sucre qui vont absorber l'eau, tous les récepteurs à eau, je vous dis des bêtises, qui vont absorber l'eau, si vous buvez une grande quantité d'un coup et chaude, eh ben, les récepteurs vont être tous remplis d'un coup et tout le reste de l'eau ne pourra pas être absorbé puisqu'il arrive tout en même temps et donc va passer dans la vessie et va être évacué de l'organisme. C'est pour ça que quand vous buvez un thé, par exemple, une demi-heure, 1 heure après, vous allez faire pipi. Alors que si c'est de l'eau froide, ça ne va pas vous avoir ce phénomène. Parce que l'eau froide, chaque molécule d'air montée à la température passe dans l'intestin et va être absorbée. Et du coup, elle va être absorbée sur un laps de temps beaucoup plus long et donc mieux absorbée en termes de quantité. Il va y avoir plus de quantité d'eau qui va rentrer dans l'organisme. Je ne sais pas si c'est clair. Mais... Donc, tout le monde va pouvoir prendre un petit verre d'eau quasi tiède pour aller se coucher ce soir, mais pas chaude. Mais bon, c'est pas encore l'heure. Dites donc, 21h04, là, ça y est, on a mis le turbo. Je vous propose de terminer sur cet échange. Je voudrais remercier vraiment beaucoup et très fort Émilie qui s'est spontanément proposée pour faire cette présentation lorsqu'on a interpellé les territoires en demandant est-ce que vous avez envie de participer et de nous partager vos compétences et vos connaissances. Et voilà, Émilie s'est manifestée. On la retrouve ce soir pour un exposé particulièrement complet avec les questions que vous avez posées. Et je crois que voilà, vous pouvez manifester votre, si vous savez maintenant comment ça marche, votre satisfaction dans les réactions. Mais merci beaucoup, Émilie. Je crois que ça rafraîchit des connaissances, ça en a apporté d'autres dans le milieu sportif ou culturel, parce qu'il y a des performances aussi quand on est dans les grands prix, qu'il faut rester longtemps. Enfin, voilà, on a besoin d'avoir des recommandations pour nous-mêmes, mais aussi pour les publics que l'on encadre et que l'on accompagne. Et je crois que c'est vraiment important qu'on soit de bons conseils par rapport à ces personnes qui nous ont confié, ou ceux qu'on fréquente dans ces situations, et que voilà, si on prend tous soin de nous et qu'on arrive à apporter ce soin et cette bienveillance aux enfants ou aux adultes qui nous accompagnent, ça contribuera à la qualité de la mission. Donc, je crois que c'est une soirée très instructive. Merci beaucoup, Émilie. Pour nous, eh bien, chers téléspectateurs, comme disait Denise Fabre, non, je n'accepterai pas que quelqu'un dise c'était qui. Je vous remercie, vous gardez vos questions pour plus tard. Nous nous retrouverons donc la semaine prochaine. Voilà le programme. La semaine prochaine, donc jeudi 6 mai, mobiliser les ressources humaines pour dynamiser vos projets, c'est-à-dire employer un service civique, prendre des renseignements pour mettre en place un contrat d'apprentissage, comment organiser les entretiens professionnels avec les salariés, qu'est-ce que le DUERP, les entretiens qui amènent à évoquer l'environnement du salarié, l'environnement dans lequel il travaille, les conditions de travail. Donc, on se retrouve le jeudi 6 mai, tous ensemble. Vous aurez votre petite sono après, parce que c'est promis. Et puis, je vous rappelle, une fois encore, le week-end fédéral, les journées fédérales, les 26 et 27 juin. Bon, je crois qu'on ne pourra pas finir très tard, parce que j'ai cru entendre qu'à cette époque-là, on n'aura pas encore le droit de faire la nouba toute la nuit. Mais ce n'est pas grave, on la fera plutôt dans la journée, s'il faut se coucher ou rentrer à 21h. Merci encore de votre présence ce soir. Très agréable de vous retrouver si nombreux. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis, notre petit jingle de fin pour se dire au revoir. C'est parti. Enfin, normalement, non, c'est pas parti. C'est comme la semaine dernière, vous allez voir. Quand on fait écran partagé, il faut cocher, partager l'audio et optimiser pour le clip vidéo. Je vous fais un petit cours en passant. Et normalement, ça marche. Face à ces fantaisies, l'homme est bien démuni, pour peu il est puni. 1901, 1er juillet, comme un parfum de liberté. Une loi, dit-on, est proclamée. L'association, enfin, est née. Pour ces valeurs chères à nos cœurs, égalité, fraternité, n'oublions pas de préserver
ce parfum-là de liberté. Humanitaire, sportive ou culturelle, dans ce monde à l'envers, sans faire état de zèle, ce monde qui agace, où l'argent est roi, elle entretient la place du bénévolat.